Je m'attendais à un colloque vraiment sur l'imaginaire social et à un colloque qu'Alex Gagnon m'avait présenté comme plutôt un colloque d'épistémologie. C'est pas tout à fait ça non plus, mais moi je l'avais pris comme ça. Donc ce que je vais essayer de faire, et même si faire de l'épistémologie en 20 minutes c'est à peu près impossible, je vais quand même essayer de définir, de dégager un certain nombre de principes fondamentaux qui sont à la base de la manière dont j'ai reformaté le concept d'imaginaire social afin qu'il s'intègre dans un cadre heuristique qui est celui de la sociocritique. Je dois donc vous parler d'abord des bases épistémologiques de la sociocritique, puisqu'il est important que mon concept d'imaginaire social ensuite soit dans une relation de compatibilité avec ces bases du cadre heuristique en question, avant donc de passer vraiment à l'imaginaire social. Donc, j'ai coutume de dire que la sociocritique est un sport de plein air. En effet, si elle part systématiquement d'une analyse interne du texte littéraire et mobilise pour ce faire les outils d'analyse les plus aptes à saisir le procès de sens qu'elle ouvre, les résultats de cette analyse n'ont pour elle d'intérêt qu'au prix de leur éversion, donc d'un mouvement vers l'extérieur, de leur éversion vers la sémiosis sociale environnante, celle-ci pouvant être définie sur le plan empirique comme les multiples façons dont une société se représente ce qu'elle est, ce qu'elle a été, ce qu'elle pourrait devenir en usant de tous les langages dont elle dispose. Animée de cette disposition d'esprit, la sociocritique développe une pratique dont le principe consiste à intégrer l'idée de démocratisation dans le processus mental même qui produit la lecture. Les précurseurs donc d'une telle discipline, enfin c'est pas une discipline, d'une telle pratique de lecture, sont inévitablement Walter Benjamin et Mikhail Bakhtin. La sémiosis peut être prise soit partiellement, selon l'angle de vue adopté par le chercheur, avec des concepts comme complexe discursif, sociolecte, etc., ou bien globalement avec des concepts comme structure macroidéologique, discours social, imaginaire social, sujet transindividuel et d'autres. Ce qui particularise donc la sociocritique, c'est en conséquence un geste qui nie dans l'ordre, analyse interne du texte, éversion sur la sémiosis sociale, ensuite aller-retour entre les deux, examen et qualification de l'interaction qu'il y a entre cette sémiosis et le texte. Je dis texte, je renvoie au texte littéraire, qui est effectivement notre passion en général, mais on peut prendre en sociocritique n'importe quel dispositif sémiotique et l'analyser dans la même perspective, à la condition évidemment d'avoir les outils de description et d'analyse interne du dispositif qui lui sont appropriés. Alors j'en viens au plan épistémologique, une fois ces choses élémentaires rappelées sur ce qu'est la sociocritique quand on l'apprend à partir de Claude Duchet jusqu'à par exemple Bernabé Wesley qui vient de soutenir sa thèse il y a à peu près une semaine, il y a donc dans ce que je viens de dire une série de choses qui déjà engagent très fortement la pensée sur le plan de l'épistémique. Par exemple, l'expression sémiosis sociale. Le terme sémiosis n'est pas là pour me kick, ni pour faire joli, ni pour faire savant. Il est là en fait parce qu'il s'agit bien de signes et de sens. Le mot même de sémiosis vient en fait de Peirce. Et quand Peirce l'emploie, il désigne deux choses. À la fois la formation d'un signe, et d'autre part, c'est ça qui est vraiment très intéressant pour moi, et pour ce qui fait que j'ai repris le terme de sémiosis sociale il y a quelques années, c'est que Peirce désigne par là aussi le mouvement d'un signe vers un autre signe, systématiquement. Et de ce côté-là, je veux dire, celui qui m'a permis récemment de trouver une sorte de chaînon manquant entre Duchet, Bakhtin, Peirce et des choses semblables, et des gens semblables, c'est la lecture d'un essai d'un professeur de cette institution, de l'UQAM, qui est Jean Fizette, et Fizette invitait à lire Augusto Ponzio. Et Ponzio est celui qui, effectivement, dans ses travaux qui portent tous sur l'altérité, qui est une chose essentielle dans le domaine de la sociocritique, Ponzio montre comment, entre la conception du signe de Peirce et la conception du dialogisme de Bakhtin, il y a d'étranges et des passerelles tout à fait, d'étranges passerelles et qui sont extrêmement utiles. Alors, par rapport à Duchet, là, on cite généralement, quand on parle de Claude Duchet, deux choses, le sociogramme et l'incipit. Duchet a fait beaucoup plus de trouvailles que cela, et l'une d'elles est sa célèbre triade, qui est la triade entre trace, indice et valeur. En gros, pour aller vite, la trace, c'est le fait que dans une société donnée, il y a des premiers débris de signes qui apparaissent ici et là, et puis
il y a une première phase de sémiotisation qui vient dans la parole commune, dans la presse, dans tout ce qui se met dans la communication dans une société. Et puis, il y a un certain nombre de dispositifs qui élisent, finalement, ce qui était au départ une trace au rang de valeur. L'exemple typique que je donne dans mes cours pour cela, c'est l'exemple du bleu chez Flaubert. Le bleu, au niveau de la trace, c'est une couleur dans l'espace, dans la série des couleurs possibles. Au niveau des indices, ça devient autre chose, selon les sociétés, selon les moments historiques. L'historien Michel Pastoureau a très bien démontré ça. La couleur va changer de signification. Et puis, si j'arrive dans des romans comme ceux de Flaubert, à un moment donné, on s'aperçoit que lorsque le bleu survient autour de Madame Bovary, jusqu'à finir par l'envahir avec l'encre qu'elle boit, pour se suicider, jusqu'aux veines qui lui apparaissent quand elle est en train d'agoniser, à ce moment-là, le bleu prend une valeur qui est la valeur morbide. Et donc, voilà le schéma, si vous voulez, que du chez Trace, et je viens d'essayer de montrer qu'il y avait chez Claude, dès le début, une espèce comme ça d'intuition sémiotique, et ça m'a fait plaisir parce que, comment dire, entre la sociocritique et la sémiotique, au début de l'émergence de la sociocritique, il y a d'évidence une guerre, à peu près, une guerre tacite, mais une incompatibilité. Dans les années 60 et 70, tout ce qui fleure le sémio est en délicatesse avec tout ce qui fleure le socio. On ne se regarde à peu près pas. Et donc, ça fait plaisir de voir qu'en fait, il y avait chez Duchet une intention déjà qui était d'aller vers la sémiotisation et l'analyse de ce genre de processus. Deuxième considération épistémologique à partir des propositions de départ que j'ai signalées tout à l'heure, je ne reviens pas sur l'idée qu'en sociocritique, on va du texte vers l'extérieur et pas le contraire. Ça, David Bélanger l'a bien rappelé hier et avec force. Mais j'en viens cependant à essayer de justifier le principe d'éversion. Il tombe en effet sous le sens qu'entre le dispositif sémiotique que j'ai choisi et l'entièreté de la sémiosis sociale dans laquelle ce dispositif se trouve, y incarnant, quand c'est possible, une différence interne, il va de soi qu'il y a une continuité socio-sémiotique entre l'objet que j'ai choisi et l'entièreté de la sémiosis sociale. Alors comment pourrais-je parler d'éversion, puisque pour qu'il y ait éversion, en toute bonne logique, il faut qu'il y ait deux choses. Il faut qu'il y en ait une et puis qu'il aille vers une autre. Bon, ben la seule justification épistémique que j'ai trouvée là-dedans, c'est une justification kantienne. C'est-à-dire dans l'épistémologie de Kant, Kant nous dit, bon voilà, il n'y a pas, dans le monde entier, dans l'univers, il n'y a pas en fait de séparation. Mais pour que je puisse penser l'univers, il faut que je puisse isoler un terme, l'analyser et puis après le réintroduire dans l'univers. Mais c'est exactement ça qu'on fait. On prend un texte, on l'isole, on l'analyse de façon interne, et une fois qu'on a fait ça, on fait des mouvements d'aller-retour, et à la fin, en conclusion, on va réintroduire le texte avec ce qu'on a trouvé dedans, dans l'entièreté de la sémiosis sociale, pour voir le rôle qu'il y joue. Bon, je passe sur ceci. Oui, un mot sur le mot sens. Je me suis reconnu une dette à Castoriadis qui va sur deux points essentiels. Hein. Je suis d'accord avec lui pour dire l'imaginaire précède la réalité, produit la réalité. Et deuxièmement, tout est affaire de langage. Là-dessus, je suis mille fois d'accord. Par contre, moi, j'utiliserai toujours le mot sens et jamais le mot signification. Ça, c'est une distinction sémantique, mais dans la signification, si vous voulez, c'est à peu près, c'est ce que vous trouvez comme définition au dictionnaire. Tandis que sens, c'est toujours une question de mouvement et une question de relation. On étudie ça en sociocritique, uniquement ça, des relations, des interactions. Troisième considération épistémologique à partir de la définition de la sociocritique, c'est que cette sociocritique est un perspectivisme. Là aussi, souvent, je vois des gens qui calquent un peu ce qu'on a fait ou qui les copient carrément, et on voit simplement qu'ils mettent le mot perspective comme étant, je ne sais pas moi, une façon de mettre deux choses en même temps, par exemple. Non, c'est un peu plus raffiné que ça. Le perspectivisme est donc une discipline philosophique qui va d'Épicure à Nietzsche, par exemple, et qui repose donc, elle repose tout entière, le fait que la sociocritique repose tout entière sur un cadre heuristique, mais vraiment heuristique. Là aussi, il faut faire attention. Vous ouvrez le dictionnaire littéraire, par exemple, vous allez trouver à un moment donné, je crois que c'est dans l'article Sociologie de la littérature, quelqu'un qui vous dit que les concepts de Pierre Bourdieu sont des concepts heuristiques. Absolument faux. Tous les concepts de Bourdieu sont des concepts théoriques. C'est d'ailleurs ce qui fait la force de son modèle. Bon, un concept heuristique, c'est justement un concept qui n'est pas théorique.
C'est une façon de poser un regard, de poser une vision qui va faire apparaître des choses. Dans le perspectivisme, c'est cela. J'adopte un point de vue pour voir ce qui se passe si je regarde la réalité à partir de ce point de vue. C'est ce que nous faisons en sociocritique. Ce qui ne nous empêche pas, au bout du compte, tout comme Nietzsche d'ailleurs, en parenthèse, d'arriver après l'analyse, après l'adoption et le développement de ce point de vue, à proposer des considérations qui peuvent intéresser la réalité sociale telle qu'elle est. J'ai essayé de montrer ça, par exemple, en travaillant sur Hugo. Dans ce que je viens de dire, donc la sociocritique est uniquement un cadre heuristique. Il y a quelque chose qui est antérieur à ça, qui est ceci. Je dis donc, nous faisons l'analyse entre un dispositif sémiotique et la sémiosis sociale, entre un texte littéraire et la sémiosis sociale. Comment voulez-vous que je prouve empiriquement qu'un texte littéraire a des relations avec l'entièreté d'une sémiosis sociale? C'est impossible pour la bonne raison que ce n'est pas vrai. J'ai étudié les textes d'un fou littéraire qui s'appelle Paulin Gagne. J'ai mis les textes de Gagne en relation avec, écoutez bien, des raisonnements d'Auguste Comte, des traités d'aliénistes sur le suicide, l'iconographie politique du Second Empire, le cérémonial du culte religieux, la doxa colonialiste, la misogynie du XIXe siècle, les représentations circonstancielles de l'anthropophagie et les scénographies des exécutions capitales. Vous croyez vraiment que le texte de Gagne avait des relations avec tout ça dans la réalité? Évidemment que non. C'est mon point de vue heuristique qui me permet de postuler ça, et d'envisager ça comme ça. Et puis à partir de là, je peux commencer à penser. Oui, enfin, dernier point, car le temps passe et je ne vais pas le commenter, mais quand nous parlons de rejoindre l'historicité et la socialité du texte par l'intermédiaire de la sociocritique, il va de soi que c'est aussi dans notre cadre heuristique, et donc ce que nous allons voir, c'est l'historicité socio-sémiotique du texte, la socialité sémiotique du texte. Nous ne faisons pas, par exemple, des recherches sur l'historicité d'un processus de socialisation du livre. Ce n'est pas la même chose du tout. J'en viens au concept d'imaginaire social. J'avais donc donné dans imaginaire social et folie littéraire une première approche, j'en ai fait une deuxième dans Victor Hugo. J'espère que le troisième, il y aura encore des améliorations. Puis je compte beaucoup sur David Bélanger, puis les jeunes chercheurs du Christ pour me mettre à la retraite et faire encore mieux. Et donc, moi, j'en suis arrivé après donc, à un phénomène de conceptualisation, à dire, bon voilà, pour moi, l'imaginaire social est le lieu d'une littérarité générale. Là aussi, David a traité le sujet hier, et donc je n'y reviens pas. Et donc, cela repose sur la mise en action de 5 modes majeurs de sémiotisation: narrativité, poéticité, cognitivité, théâtralité et iconicité. Et donc je vais prendre simplement ce que je veux dire par là. Par exemple, pour narrativité, cela veut dire qu'il y a des récits qui circulent partout. Là, j'emprunte une part de mon épistémologie à Weber, à savoir que si je cherchais du narratif sous toutes ses formes et partout, je n'y arriverais pas. Nous sommes toujours, Weber nous a appris, dans des procédures mentales idéales typiques. Et donc, Weber nous dit, bon voilà, quand on analyse des choses comme ça, qui concernent une société, il y a 3 niveaux à prendre en compte: le niveau individuel, le niveau des groupes et le niveau macrosocial. C'est comme ça que je travaille en général, quel que soit le sujet que je prends. J'essaye de regarder quel est le type de récit de vie individuel que propose une société, quel est le type idéal du récit de groupe qu'elle propose, quel est le récit global qu'elle envisage. En général, ils sont plusieurs à tous ou 3 niveaux, et je sers au moins d'aller voir des récits contradictoires. Mais je vais vous donner un exemple dans 2 minutes de cela. Je veux quand même vous parler du petit texte que je vous ai transmis, donc je saute une ou deux choses. Juste pour insister sur deux éléments. Toute construction de concept suppose 3 qualités, au moins, au minimum: l'orthogonalité du concept, sa discrétion et son extensibilité. L'orthogonalité, ça veut dire que les éléments de l'idéal type que je construis sont, d'une part, ne se recoupent pas, et que leur accumulation est cohérente et suffisante pour qualifier le phénomène global que je suis en train de traiter. La discrétion, là, j'ai été un peu plus long, là, il importe pour nous là, de distinguer très clairement l'imaginaire social d'autres concepts concurrents, et particulièrement du concept d'idéologie. Je suis en train de lire
le très bel essai de Gabriel Rockhill qui s'intitule Contre-histoire du temps présent. Rockhill fait très belle, 2-3 pages vraiment remarquables pour dire ça. Le concept d'imaginaire social ne peut pas être confondu avec celui d'idéologie. Que ce concept d'idéologie soit pris dans une définition qui soit simplement philosophique ou fonctionnaliste ou matérialiste, dans la mesure où dans les 3 cas, il suppose un exercice antécédent ou de la raison, comme chez Ricoeur, ou bien d'une fausse conscience, comme chez Althusser et les marxistes. Dans tous ces cas-là, je veux dire, on n'est pas dans ce bateau-là. Et donc nous n'avons jamais cherché des choses qui supposent une fausse conscience. Nous n'avons jamais utilisé idéalement, nous ne devrions jamais utiliser, nous sociokriticiens, des concepts qui prêtent des intentions à des locuteurs. Des concepts comme position, stratégie, posture, ce genre de choses-là. Je ne dis pas que ce sont des mauvais concepts dans d'autres domaines. En sociologie, c'est sûrement parfait. J'imagine en tout cas qu'ils le font avec nos plus grands contentements. Mais en sociocritique, nous ne pouvons pas faire ça. Nous analysons des mots. Comment voulez-vous prêter au mot vert, dans le vers de Baudelaire, la nuit verte des prairies, comment voulez-vous que je prête une intention au mot verte? Il n'en a pas en tant que mot. Il ne peut pas. Peut-être bien que Baudelaire en avait une, mais je ne la connais pas, je ne connais pas personnellement. Donc orthogonalité, discrétion, et troisième chose, extensibilité du concept. Et là, je veux dire, un article défini, l'imaginaire social, là, je suis castoradisien à fond là-dessus, je veux dire, oui, c'est l'imaginaire social, il y a un souci là de rejoindre non pas la totalité, mais une idée au moins de la totalité. C'est de penser les choses assez largement. Et la littérature, justement, par la complexité de sa sémiotisation, permet souvent cette ouverture vers un large horizon. Est-ce que j'ai encore quelques minutes ou pas? Oui, oui. Oui? Ok. 4 minutes, pas si pire. Alors bon, j'aurais bien voulu vous présenter, parce que je travaille actuellement sur une sociocritique du cognitif, où je m'amuse comme un fou, parce que je fais de l'analyse sociocritique de traités de trigonométrie. Vous imaginez ce que je peux tirer, par exemple, d'une phrase comme « il faut découvrir l'inconnu ». Il faut découvrir l'inconnu. C'est donc magique. Ou bien encore un traité de géométrie. Bon, mon exemple même d'une poéticité présente dans un discours cognitif, c'est la façon dont le postulat d'Euclide est reproduit dans les traités de géométrie. On vous dit, par un point extérieur à une droite, il passe une parallèle à cette droite, et une seule. Mais et une seule est de trop. Mais et une seule, c'est Alfred de Musset qui écrit ça. Autrement, scientifiquement, avant et une seule, on met un point et ça suffit. Bon voilà, disons, je vais juste vous présenter, car présenter une analyse du marché des biens fabriques de Bourdieu, ou bien le livre Révolution de Macron, sur lequel je travaille aussi pour ma prochaine conférence au Christ à la fin du mois, ça prendrait 1 heure. Donc les gars, en quelques minutes, je peux au moins vous dire, bon voilà ce que je fais, très pratiquement, concrètement, en appliquant donc les bases épistémologiques dont je viens de vous parler. Et ça c'est très précieux, c'est je conseille à tous les jeunes professeurs qui sont présents dans la salle, ou tous les jeunes chercheurs, de se munir un jour d'un texte comme ça. Parce que ce texte-là, je peux l'utiliser sur le plan pédagogique aussi bien en première année de bac, je l'ai fait encore hier matin, que dans un colloque comme celui-ci, ou pour un public, disons, moyen. Je peux l'amener à un degré de sophistication différent selon le temps que j'ai, selon le public auquel je m'adresse. Donc voilà, ça se lit comme ceci, ce texte. Hier, sur la Nationale 7, une automobile roulant à 100 à l'heure s'est jetée sur un platane. Ses 4 occupants ont été tués. Alors, je vais d'abord faire donc une première analyse interne et voir un certain nombre de choses avec les connaissances qu'on m'a données lorsque j'étais étudiant et que j'ai suivi des cours de poétique, d'analyse de texte. Je remarquerai d'abord que le mot « hier » qui ouvre le texte est isolé, qui marque une temporalité, mais une temporalité incertaine. Ce n'est pas hier au sens vraiment chronologique du terme. Deuxièmement, je vais remarquer aussi que nous avons là et ça c'est une remarque déjà de poétique. Je suis dans la poéticité de ce texte-là. Je remarque sur le même plan de la poéticité qu'il y a des passages à la ligne qui ne sont nullement commandés par la grammaire. Mieux qu'il y a des vers qui sont ici agrammaticaux. Exemple, ces 4 occupants ont été, à moins vraiment de donner à ont été le sens de être, au sens de vivre, ça n'a pas vraiment donc de sens sur le plan de la
de la syntaxe, y compris pour une automobile. C'est un mot, un substantif, mais il n'y a pas de syntaxe là-dedans. Et donc déjà là, sur le plan de la poéticité, je peux dire qu'il y a une déstabilisation, disons, de l'énoncé avec une coupure qui est propre, j'imagine, qui est certainement là pour exprimer ce qu'a été la mort des 4 occupants. Je vais aller un peu plus loin. Maintenant, passons par exemple à la dimension narrativité. Il y a ici un motif narratif qui est repris d'évidence dans le texte. C'est le motif, d'ailleurs très couru à l'époque du romantisme, de faucher en pleine action. Faucher en pleine jeunesse ou faucher en plein plaisir, faucher en pleine action. Ce que traduit d'ailleurs poétiquement, je reviens à la dimension poétique, le rejet du mot tuer à la fin du texte. Il n'est pas dans la lignée de la forme verbale ont été tués. Ok, bon, donc je vais continuer comme ça. J'aurais continué comme ça si Bertrand ne me signalait que j'ai dépassé mon temps. Je ferai donc ça sur un plan avec le narratif, poétique. Ici, le cognitif est assez limité, mais il est quand même présent par l'intermédiaire de National 7 de Platane. Avec ça, vous avez une connaissance du territoire, une connaissance géographique et même géocommunicationnelle du territoire, dans la mesure où vous savez que vous êtes en France. Il y a le National 7 en France, et puis ils ont mis des platanes partout depuis le Second Empire. C'est d'ailleurs pour ça qu'il y a tant de tués sur les routes en France. Bon. Et puis, passant de là, je ferai une éversion vers la sémiosis sociale. C'est un poème des années 60, de 1966. Et là, je vais voir au moins 2 choses. Premièrement, que National 7, être sur un National 7 en automobile à l'époque, c'est tout de suite branché sur une chanson que les arrière-grands-parents ou grands-parents des gens de cette salle connaissaient, qui dit National 7, qu'on soit à 1, à 2, à 3, à 7, on est heureux, National 7, c'est les vacances, etc. Chanson de Charles Trenet, et donc là vous avez une reprise intertextuelle qui est assez intéressante. Toujours sur le plan de l'éversion, j'ai fait une enquête à un moment donné pour me demander à quelle vitesse meurt-on dans les années 60. Et bien tous les gens en automobile meurent à 100 à l'heure. Vous voyez comment ça fonctionne? Et à partir de là, je me pose une question sur le rôle de la machine, car ici, vous remarquerez que, toujours se demander ça, comment cela pourrait-il être écrit autrement? Et donc, au lieu de dire « c'est jeté sur un platane », si je dis « a percuté un platane », ce n'est pas le même texte du tout. « C'est jeté sur un platane », ça donne une espèce de volonté à la machine. Et donc, le texte suggère ici que le machinique, produit par l'homme, peut le tuer. Voilà. Il y aurait bien d'autres choses à dire amusantes sur ce texte. Merci beaucoup, Pierre.